Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, génial. Alors, bonjour et bienvenue à cette conférence du 10 septembre 2024, organisée par l'Institut de soins palliatifs et de fin de vie Michel Sarrazin, Université Laval. Je me présente, Maude Jolicoeur, agente de recherche et de planification à l'Institut et responsable des activités de formation et de transfert des connaissances. Je serai votre animatrice aujourd'hui. Ce midi, nous aurons le plaisir d'entendre Dr Marc-Antoine Marquis nous parler de la transition des soins pédiatriques aux soins adultes en médecine palliative. Dr Marquis est pédiatre, directeur médical de l'équipe de soins palliatifs au CHU Sainte-Justine et professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Avant de commencer, j'ai quelques informations à vous communiquer. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Veuillez noter que la conférence est enregistrée et sera disponible en rediffusion sur les chaînes YouTube de l'Institut et de Pallium Canada. Cette présentation sera suivie d'une période d'échange et de questions. Nous vous invitons donc à utiliser la fonction questions et réponses pour y inscrire vos questions. Elles seront adressées à la fin de la conférence. Merci pour votre compréhension et pour votre présence. Notez que cette conférence fait partie du projet ECHO par Pallium Canada. Le projet ECHO en soins palliatifs est une initiative nationale de 5 ans visant à cultiver des communautés de pratique et à établir un développement professionnel continu. Ce projet est soutenu par une contribution financière de Santé Canada. Notez que les opinions exprimées ici ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada. Et avant de laisser la parole à notre conférencier, nous souhaitons mentionner que, dans un esprit d'amitié et de solidarité, l'Université Laval rend hommage aux premiers peuples de ces lieux. Étant à la croisée des peuples Huron-Wendat, Wabanaki, Innu, Atikamekw et Wolastoqey, nous honorons nos relations les uns avec les autres. Docteur Marquis n'a pas de conflit d'intérêt. Alors, Docteur Marquis, je vous laisse la parole. Vous pouvez partager votre écran. Bonne conférence. Merci. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Excellent. Mais ça me fait vraiment plaisir de parler de transition des soins pédiatriques aux soins adultes. Aujourd'hui, je remercie Pallium Canada pour l'invitation. Je vous remercie d'être présent en grand nombre. Je vois qu'il y a beaucoup de gens déjà présents du milieu adulte. C'est important. Puis je suis content de le constater. Aujourd'hui, on va parler en fait de la population d'enfants qui ont des conditions médicales complexes au Québec et qui peuvent bénéficier de services spécialisés après l'âge de 18 ans. On va décrire ensemble les obstacles médicaux et psychosociaux dans la transition de ces patients vers les soins adultes. On va également discuter du rôle des soins palliatifs dans la transition de ces patients vers la médecine adulte et élaborer, discuter des pistes de solutions pour faire face aux défis de la transition des patients d'âge pédiatrique qui sont atteints de maladies graves dans le monde adulte. C'est un gros contrat, c'est un sujet très important, de plus en plus, qui a une aire d'aller là, depuis quelques années et qui va continuer à grossir dans les prochains mois, les prochaines années. Euh, Vous êtes très probablement au courant qu'au Canada, le nombre d'enfants qui ont des besoins médicaux complexes est en augmentation. Il y a plusieurs explications pour ça. Une des principales étant qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans les biotechnologies, ce qui maintenant nous permet de traiter beaucoup d'enfants qui avaient des conditions auparavant considérées létales dans l'âge pédiatrique. Et donc, ces enfants-là ne décèdent pas de leur maladie, mais vivent avec donc des effets graves de cette maladie-là. Les maladies deviennent chroniques et peuvent aussi vivre avec des séquelles, des traitements qui sont mis en place pour leur maladie. Ces patients-là ont besoin d'une surveillance et de soins continus la plupart du temps pour maintenir une santé et une qualité de vie optimale jusqu'à l'âge adulte. Et c'est une catégorie d'enfants qui bénéficient pour une grande partie de soins palliatifs pédiatriques, donc incluant des soins spécialisés dans les hôpitaux tertiaires, des soins qui sont offerts dans la communauté, donc des soins à domicile, et des services de répit qui sont offerts notamment via les maisons de soins palliatifs pédiatriques au Québec. Il n'y a pas beaucoup de maisons de soins palliatifs à vocation pédiatrique exclusivement au Québec. Il y en a deux. Il y a le Phare Enfants et Familles à Montréal, puis il y a la maison Les Merveilles à Québec.
Il y a un groupe d'enfants qui va atteindre l'âge adulte et qui ne sera plus éligible au répit en maison de soins palliatifs. Donc, un des objectifs d'aujourd'hui, c'est de vous dresser un portrait de la situation actuelle au Québec pour ces enfants-là qui ont une maladie qui menace leur vie et leur famille, de discuter des défis reliés à la transition vers l'âge adulte, puis d'explorer quelques pistes de solutions pour justement permettre de continuer à offrir ces services, puis assurer une transition la plus douce possible. Comment est-ce qu'on définit la complexité médicale en pédiatrie? En fait, c'est une définition qui est assez complexe à faire, c'est-à-dire il y a pas de consensus clair sur ce que devrait inclure les termes complexité médicale. Ce qu'on sait, c'est que, bon, si on prend tous les enfants qui utilisent non, les soins de santé au Canada, il y en a une bonne proportion qui vont nécessiter des soins aigus de courte durée uniquement. Il y a à peu près 15% de la population pédiatrique qui est des enfants qui ont des besoins particuliers, ok? Donc, ce qu'on appelle en anglais des children and youth with special healthcare needs. Et à même cette population-là, il y a moins de 1% d'enfants qui ont ce qu'on appelle donc une complexité médicale. Pour offrir une définition qui est, disons, la plus précise possible, les enfants qui ont une condition médicale, ce sont des enfants qui ont euh, d'abord une condition chronique, des limitations fonctionnelles, avec un haut niveau d'utilisation des soins de santé et un niveau élevé de besoins d'accompagnement ou de soins quotidiennement. Donc, pour les activités quotidiennes vis-à-vis ou les activités euh, d'hygiène, par exemple. La plupart du temps, ce sont des enfants avec un diagnostic. Donc, des enfants qui ont, par exemple, un diagnostic de cancer. Euh, mais il y a à peu près un tiers de ces enfants-là avec complexité médicale qui vont avoir de multiples conditions, donc des syndromes polymalformatifs, par exemple, ou alors des atteintes neurologiques sévères et ou progressives, comme on pourrait voir dans certains cas de paralysie cérébrale sévère, de quadriparésie spastique ou d'épilepsie réfractaire qui mènent à des entités qu'on appelle les encéphalopathies épileptogènes. Donc, ces enfants-là qui vont utiliser les soins de santé souvent surspécialisés, souvent dans différentes spécialités, et qui ont besoin de soins au quotidien, vont être classés dans cette catégorie d'enfants avec complexité médicale. Au Canada, on voit que la moyenne canadienne est d'à peu près 950 enfants pour 100 000. Ça, c'est des chiffres de 2015, c'est les chiffres les plus récents qu'on a. Au Québec, on se situe à peu près, bon, donc légèrement au-dessus de la moyenne, mais à peu près dans la médiane si on se compare aux autres provinces. Euh, Quel impact ça a sur l'enfant de vivre donc avec une condition médicale complexe? Bon, alors, ça rentre donc dans la définition de l'utilisation disproportionnée des soins de santé. Donc, ça, c'est une des caractéristiques. Mais ce qu'on sait, puis ce qui est décrit, c'est que donc ces enfants-là sont plus susceptibles non seulement d'utiliser les soins de santé, mais d'être admis dans les unités de soins intensifs et de rester dans les unités de soins intensifs pendant plus de 7 jours. Et donc, ce sont parmi les principaux utilisateurs de lits aux soins intensifs pédiatriques. Ce sont aussi des enfants qui sont les plus susceptibles d'avoir des hospitalisations évitables, donc en lien avec une coordination de soins sous-optimale, que ce soit des hospitalisations pour accélérer disons, les investigations ou pour accélérer l'accès à certains traitements. Évidemment, avoir un enfant avec une complexité médicale, ça a des impacts pas seulement sur l'enfant, mais aussi sur toute la famille. Quand on regarde, il y a des études récentes et moins récentes qui ont fait état en fait d'insatisfaction auprès des parents puis de la famille plus largement. Donc, les parents sont plus susceptibles d'être insatisfaits des soins à plusieurs niveaux, notamment en ce qui a trait à la coordination et à la communication en fait entre les différentes spécialités et les différents intervenants. Et les parents eux-mêmes sont plus susceptibles de déclarer des problèmes de santé mentale et physique pour eux-mêmes, pas pour leur enfant.
Et donc, ça témoigne disons, de l'ampleur de l'impact que peut avoir la maladie d'un enfant sur toute sa famille. Comment est-ce que s'insèrent en fait les soins palliatifs et les soins complexes? Vous savez qu'en pédiatrie, il y a une discipline qui s'appelle les soins pédiatriques complexes. Il y a d'ailleurs un programme de formation à Sainte-Justine qui s'est ouvert récemment. Donc, il y a ce qu'on appelle la pédiatrie soins complexes et les soins palliatifs pédiatriques. Euh, donc, les pédiatres qui font des soins complexes s'occupent exclusivement d'enfants qui ont des complexités médicales. Plusieurs de ces enfants-là ont un pronostic incertain ou alors une maladie qui clairement menace leur vie, ce qui va mener donc à l'implication d'une équipe de soins palliatifs pédiatriques spécialisée. Euh, les soins palliatifs pédiatriques, bon, a une philosophie qui est bien sûr très similaire aux soins palliatifs adultes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la norme en pédiatrie, c'est l'incertitude pronostique. Donc, il y a énormément d'accompagnement qui est fait par une équipe de soins palliatifs pédiatriques auprès des familles dans un contexte où un enfant a une maladie rare dont on ne connaît pas le pronostic, soit temporel, soit fonctionnel. Et donc, on doit travailler beaucoup avec l'incertitude. Un des effets que ça a, c'est qu'on est impliqué auprès des patients et des familles plus précocement dans l'évolution d'une maladie ou dans la trajectoire de vie d'un individu. Pour vous donner un exemple qui est frappant, là, la majorité des enfants sont encore en vie 1 an après leur premier contact avec les soins palliatifs. On voit que c'est différent de ce qu'on voit en médecine adulte. Il y a des efforts, évidemment, on en voit beaucoup pour tenter de favoriser, d'encourager l'implication précoce des soins palliatifs euh, pour les individus de tous âges. En pédiatrie, donc, au vu de l'incertitude pronostique, on est souvent, on a la chance, d'une certaine façon, d'être impliqué plus précocement. Euh, les, la majorité des enfants qui sont suivis par une équipe de soins palliatifs pédiatriques ont un diagnostic qui n'est pas oncologique. Donc, c'est à peu près un tiers d'enfants qui ont un diagnostic oncologique, un autre tiers qui ont une maladie neurodégénérative ou un syndrome polymalformatif là, qui mène à des atteintes multisystémiques, puis un autre tiers qui est atteint d'une maladie d'organes solides, par exemple les malformations cardiaques congénitales ou des maladies digestives, par exemple, ou des maladies du système immunitaire. Pour ce qui est de, disons, la partie oncologique, donc la section oncologique de la population qui est suivie par une équipe de soins palliatifs pédiatriques, la majorité des adolescents et des jeunes adultes avec un diagnostic de maladie oncologique sans espoir de guérison ne vont pas transférer vers le milieu adulte. Donc, la majorité vont être suivis en centre hospitalier pédiatrique jusqu'au décès. Le plus souvent, ce sont des enfants, en fait, des adolescents, des jeunes adultes qui sont atteints de sarcomes osseux, de rhabdomyosarcome, de certains neuroblastomes réfractaires. Plus rarement, on a des leucémies réfractaires. Euh, Dans cette population-là, il y a peu de décès aux soins intensifs. Puis le taux de décès à domicile ressemble à ce qu'on voit en soins palliatifs adultes. Donc, il y a une grande proportion d'individus qui vont décéder à domicile. Euh, il y a certains enfants qui sont parfois suivis par les soins palliatifs qui vont transitionner via des programmes qui sont déjà établis. Donc, certains enfants avec des anémies falciformes graves, avec des séquelles importantes, certains patients avec de la fibrose kystique sévère. Euh, Quand ces patients-là sont transférés en médecine adulte, l'inclusion des soins palliatifs dans ces programmes de transition-là est relativement rare, même si ces enfants sont suivis par une équipe pédiatrique. Les autres patients, donc le bassin de population qui est assez large qu'on suit, qui ont donc une condition chronique complexe qui n'est pas oncologique, donc, qui ont soit une paralysie cérébrale sévère, une quadriparésie spastique, qui ont des encéphalopathies épileptogènes, qui ont des syndromes polymalformatifs, qui ont des atteintes neurologiques graves,
vont éventuellement transitionner vers le monde adulte, entre autres à cause de l'incertitude pronostique, hein. C'est des enfants qui ont une trajectoire en dents de scie, euh, qui peuvent décéder à tout moment d'une infection, par exemple, gravissime, mais qui sont aussi en mesure, avec des traitements souvent intensifs, de passer au travers d'une détérioration réversible et de retrouver un état de base qui est semblable à celui que l'enfant avait avant de se détériorer. Dans cette population-là, donc, la majorité va mourir à l'hôpital, puis plus de la moitié va décéder aux soins intensifs. Une partie de la raison pour laquelle il y en a autant qui décèdent aux soins intensifs, c'est justement que ces enfants-là ont été, d'une certaine façon, habitués à recevoir des traitements intensifs au moment de détérioration et de revenir à un état qui est à peu près similaire à celui qu'il avait avant de se détériorer. Euh, Ce qui fait en sorte que, ben, au moment d'une nouvelle détérioration, ils sont admis à l'hôpital, admis aux soins intensifs, et c'est aux soins intensifs qu'on constate que la détérioration est irréversible. C'est pas, euh, c'est pas toujours le cas. Il y en a quand même une proportion significative où des décisions différentes qui sont prises, où les soins sont orientés davantage vers le confort, mais il y a quand même une proportion significative d'enfants avec une condition chronique complexe qui sont suivis en soins palliatifs pédiatriques qui ont des objectifs de soins A ou B. Euh, et donc, c'est cette population-là qui vit également des transitions de moins bonne qualité. Je vous le disais, la majorité des enfants vont décéder dans un hôpital. Euh, les données qu'on a incluent souvent les données néonatales qui ont une large influence parce que la majorité des décès pédiatriques ont lieu dans la première année de vie. C'est souvent les enfants qui naissent avec des conditions de santé très graves, parfois incompatibles avec une vie autonome. Et donc, les données qu'on a sont très influencées par les décès néonataux. Euh, Comme je vous disais un peu plus tôt, par exemple, si on prend des sous-populations, la sous-population oncologique, il y a beaucoup moins de décès en centre hospitalier et à l'unité de soins intensifs que si on prend la population pédiatrique au total, ou alors si on prend les individus qui ont des encéphalopathies épileptogènes ou des atteintes neurologiques graves. C'est à peu près 70% des patients qui vont décéder après une discontinuation de traitement qui prolonge la vie. Donc, soit la ventilation mécanique, soit des amines, soit l'ECMO. Ça, ces données-là, ça inclut la néonatologie. Quand on exclut la néonatologie, on juge que c'est à peu près 40% des enfants qui vont décéder après la cessation de traitement qui vise à prolonger la vie. Ça, c'est une étude qui a été faite par l'équipe de Boston, en fait du Boston Children's Hospital en 2018, qui évaluait en fait, le lieu de décès, bon, ce qu'on appelle le pattern de care, le pattern de soins à la fin de la vie pour les enfants atteints de conditions chroniques complexes qui ne sont pas oncologiques. Donc, vous voyez dans chacune des colonnes les différentes catégories, donc des atteintes progressives, donc, par exemple, les encéphalopathies épileptogènes. Vous avez les encéphalopathies statiques qui sont plus comme nos paralysies cérébrales, des enfants qui ont des atteintes chromosomiques ou des syndromes polymalformatifs congénitaux, maladies neuromusculaires et maladies pulmonaires. Euh, et en fait, ce qu'on peut voir là, dans ce tableau-là, je ne vais pas le passer au complet, mais ce que vous voyez, c'est que, euh, en fait, les maladies du système nerveux central progressives sont les plus susceptibles d'avoir une implication d'une équipe de soins palliatifs et sont les plus susceptibles qu'un décès se déroule à domicile. Sinon, vous voyez que dans certaines catégories, ben, il y a plus de 50% des décès qui vont se passer dans une unité de soins intensifs. Euh, et par ailleurs, c'est dans les catégories de maladies du système nerveux central progressive qu'on est le plus en mesure de planifier, de prévoir l'endroit où l'enfant va décéder. C'est près des trois quarts, alors que dans les autres catégories, on est plus près de la moitié ou même en bas de la moitié. Donc ça témoigne notamment de l'incertitude pronostique, puis des difficultés donc à discuter parfois à impliquer une équipe de soins palliatifs dans ces situations-là. Pourquoi davantage d'enfants meurent à l'hôpital que d'adultes? En fait, il y a plusieurs hypothèses. D'abord, parce que les enfants qui ont des problèmes de santé complexes en viennent à passer souvent des mois à l'hôpital.
L'hôpital va souvent devenir une deuxième famille. Vous le savez, dans les hôpitaux pédiatriques, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis pas pour transformer l'hôpital en milieu de vie, mais pour permettre aux enfants de se distraire, parfois d'aller à l'école quand ils ont les capacités de le faire. Et donc, il y a un élément de rassurance à être à l'hôpital. Il y a aussi pour les familles, pour les parents, clairement un élément d'apaisement qui vient avec le fait qu'il y a des professionnels accessibles sur place facilement. Donc, ce sentiment d'accompagnement et de sécurité qui se développe de façon très approfondie auprès des familles. Et possiblement parce qu'en pédiatrie, on pousse peut-être plus loin dans certains soins, dans l'agressivité ou l'invasivité des soins qu'on offre. C'est jamais normal qu'un enfant décède avant son parent. Donc, ça rajoute une couche de souffrance, une couche de complexité, donc, dans les décisions qu'on a à prendre. Euh, Ce qui probablement influence un peu la façon dont on approche les soins qu'on offre à ces jeunes enfants qui ont des maladies graves. Euh, voilà. Donc, il y a quand même deux cultures différentes, hein, la culture, la médecine adulte et pédiatrique. Évidemment, il y a des ressemblances, mais quand même, dans le monde adulte, des soins ciblés qui requièrent de l'autonomie, moins de ressources multidisciplinaires, quoique les soins palliatifs adultes soient un excellent exemple de soins interdisciplinaires. Soit, bon, je passe pour ma paroisse, là, mais soit pour moi un exemple en fait de travail interdisciplinaire. En pédiatrie, l'approche bon, est très centrée sur la famille avec une habitude que le parent va prendre la décision ou va être impliqué significativement dans la décision. Euh, pour les adolescents qui ont des habiletés cognitives, disons, normales ou standards, qui sont capables de prendre des décisions pour eux-mêmes, la transition peut se faire dès l'âge de 13-14 ans. On est d'ailleurs encouragé à le faire en pédiatrie, mais ça devient plus difficile pour les enfants qui ont des conditions chroniques complexes, puisque ces conditions-là, normalement, ou en fait, très, très souvent, vont s'accompagner de certaines limitations cognitives. Ce n'est pas le cas tout le temps, mais c'est assez fréquent. Plus de la moitié des enfants qui ont des conditions chroniques complexes ont certaines atteintes au niveau cognitif. Et donc, une capacité variable à prendre des décisions pour eux-mêmes, à consentir aux soins, puis à comprendre les implications de chacune des décisions qu'ils vont prendre pour eux. Dans les centres pédiatriques spécialisés, il y a beaucoup d'approches multidisciplinaires également. Ça, c'est une image intéressante qui vise seulement à illustrer, ça a été fait par une famille, qui vise seulement à illustrer bon, l'organigramme en fait, de toutes les facettes qui sont sollicitées pour un enfant qui a disons, qui a une maladie grave ou une condition chronique complexe. Donc, les facettes comme l'école, comme l'évaluation développementale, comme les soins de santé eux-mêmes, comme tout le soutien disponible à l'enfant, mais à la famille en général, euh, comme le besoin de créer une communauté autour de l'enfant et de sa famille, un besoin de défendre les intérêts de notre enfant puis de sa famille, avec toutes les sous-catégories. Et puis, vous voyez, là, ça a été organisé de façon très précise. En fait, l'organigramme est assez net, mais la réalité est que chacune de ces petites sous-catégories-là entre en relation avec les autres et ça peut devenir facilement une toile d'araignée très difficile à naviguer. Donc, c'est vrai en pédiatrie, c'est vrai en médecine adulte aussi. Actuellement, en pédiatrie, l'approche est très médico-centrique, c'est-à-dire il y a une centralisation des services et des ressources dans des centres spécialisés, même si notre approche, de façon générale, en soins palliatifs, elle est patient-centrique. C'est un médecin pédiatre pivot qui va assurer la coordination des soins en collaboration avec de multiples médecins spécialistes puis d'autres professionnels. Bon, là, on parlait des défis de la transition du point de vue médical, puis on parlait aussi des défis psychosociaux en lien avec la transition. Un des défis importants, c'est la difficulté de trouver un médecin pivot adulte, hein. Donc, les enfants qui ont des conditions chroniques complexes qui sont suivis en soins palliatifs
ont donc parfois une maladie unique, mais très souvent vont être suivis par de multiples spécialistes. Euh, du fait des séquelles accumulées avec la maladie ou avec les traitements. Ce qui fait que c'est difficile d'identifier le bon médecin ou la bonne spécialité pour suivre ces jeunes adultes-là. Hein, souvent, le pédiatre pivot va assumer les soins de première ligne et de prévention, et va faire une grosse partie du travail de médecine interne. Et donc, c'est difficile de préciser, ben, est-ce que ce patient-là, on le réfère en médecine familiale ou est-ce qu'on le réfère en médecine interne spécialisée? Et souvent, les praticiens adultes nous rapportent ne pas se sentir à l'aise avec les maladies que les enfants ont, puisque ce sont des maladies rares, cette population pédiatrique-là est très hétérogène. Euh, et donc, qu'il n'y a pas de trajectoire de service bien définie, ce qui fait en sorte que, ben, comme intervenant adulte, on se retrouve à avoir un ou deux patients dans notre patientèle, ce qui n'est pas suffisant pour qu'on développe une expertise pour offrir des soins à ces patients-là. Euh, Ce qui mène à une certaine fragmentation entre les soins spécialisés et les soins de première ligne. Au Canada, bon, vous savez tous, le transfert des soins d'un système de santé pédiatrique au système de santé adulte doit se faire à 18 ans. Les centres hospitaliers pédiatriques peuvent demander une dérogation jusqu'à autour de 21 ans pour des situations exceptionnelles, dans les cas où la condition médicale, elle est instable. Donc, il y a beaucoup de situations palliatives euh, euh, qui vont nécessiter en fait une dérogation. Puis on va garder l'enfant, en fait le jeune adulte jusqu'à ses 20-21 ans ou alors jusqu'au décès. Par contre, que la transition se fasse à 18 ans ou à 21 ans, les patients qui se retrouvent à faire la transition vont souvent frapper un mur, donc vont se retrouver face à une interruption dans la prestation de soins quand ils quittent le système pédiatrique. On va en parler un petit peu plus tard. Comme je vous disais, pour les médecins de famille, pour les internistes, pour les autres spécialistes, mais c'est un défi parce que c'est des pathologies qui sont différentes des pathologies adultes. Euh, il y a pas de- il y a en fait peu de formations qui existent pour permettre aux praticiens adultes de s'informer et d'être plus familiers avec ces maladies pédiatriques. Euh, il y a un certain manque de préparation du jeune adulte aussi à devenir son propre advocate si lui est capable de le faire. Et il y a une grande inquiétude de la part. En fait, il y a une inquiétude que les parents qui connaissent vraiment bien leur enfant soient moins impliqués. En parlant de l'inquiétude qu'il y a des exigences et des attentes parfois de ces parents-là qui sont souvent au-delà de ce que, comme praticien adulte, on est habitué à avoir à gérer. Et donc, tout ça, ça fait en sorte que, bien évidemment, ben, on est moins à l'aise de s'occuper de cette population-là. Un des enjeux, c'est que plus les biotechnologies vont augmenter, plus les enfants avec des conditions chroniques complexes vont transiter vers les soins adultes. Et donc, plus cette population-là de jeunes adultes qui ont des maladies graves va augmenter. Ce qui fait que il faut qu'on trouve des solutions pour améliorer la transition. Il y a des défis pour les patients et les familles. Évidemment, ces patients-là qui ont des conditions chroniques complexes, habituellement, sont connus des équipes pédiatriques depuis plusieurs années, voire parfois des décennies. Donc, il y a un attachement important aux équipes pédiatriques. Les patients et les familles sont habitués aux relances puis à la coordination des soins qui sont faites par un professionnel. On a tendance dans les hôpitaux pédiatriques à materner un peu nos patients et nos familles, donc à être très, très proactif. Et ça peut nuire en fait à l'autonomisation du parent ou du patient lui-même. Puis en même temps, il y a un vieillissement des parents et des gardiens qui, en soi, est une source de détresse majeure pour les parents. Il y a beaucoup de parents au moment où on procède à la transition qui, en fait, verbalisent leur espoir que leur enfant décède avant la transition parce que ils ne savent pas comment ils vont faire pour naviguer le système. Euh, il y a beaucoup de parents qui vont espérer que leur enfant meure avant eux parce qu'ils ont peur de laisser leur enfant
dans une ressource qui est mal adaptée pour lui, par exemple. Mais la transition elle-même, elle est une source de souffrance telle que certains parents espèrent que l'enfant ne se rendra pas à l'âge adulte. Euh, il y a beaucoup d'enjeux psychosociaux, je viens d'en nommer un, mais, et vous le savez, la maladie nécessite de multiples adaptations tout au long de sa trajectoire. Donc, la condition médicale qui est elle-même parfois imprévisible, alliée à la croissance, elle, de l'enfant, va avoir des impacts sur la vie familiale, sur le couple, sur les autres enfants, va clairement avoir des impacts financiers sur les familles. Il y a un stress émotif et physique. Il y a des adaptations matérielles qui viennent avec bon, la croissance de l'enfant. Donc, il faut adapter le logement, il faut acquérir des équipements. Et tout ça, ben, ça a un impact aussi sur donc, la situation financière des familles. Donc, ça, ce sont tous des vases communicants. Les la vie professionnelle des parents est aussi affectée. Il y a beaucoup de parents, en fait, il y a beaucoup de familles qui se retrouvent dans une situation où un des deux parents doit arrêter de travailler pour s'occuper de l'enfant à temps plein, ce qui, en parallèle, a un impact sur la situation financière du couple. Et donc, vous pouvez imaginer l'espèce de cercle vicieux de souffrance et de détresse qui s'installe, et l'isolement aussi qui vient. Ce qui fait en sorte que les parents, non seulement ont davantage de couches de détresse, mais moins de soupapes aussi pour évacuer ou pour apaiser cette détresse-là. Euh, le passage à 18 ans implique certains changements, puis parfois même l'arrêt de certains services. Donc, il y a des services de répit qui sont disponibles uniquement jusqu'à l'âge de 18 ans et en fait, qui vont se terminer à l'âge de 18 ans. À 21 ans, les services scolaires prennent fin, ce qui fait en sorte que ben, les parents ont donc moins accès en fait, n'ont plus accès à ces services-là et donc perdent une source de répit. Parce que l'école, en plus de tous les avantages que ça a sur la stimulation, sur l'accès à une communauté, ça permet également à la famille d'avoir un certain répit pendant la journée. Il y a des changements de programme et d'équipe au CLSC dans les centres de réadaptation. Il y a de nouvelles démarches administratives qui sont très complexes, donc le dossier d'aide sociale, mettre en place un régime de protection pour les enfants qui ont des atteintes cognitives très sévères. Euh, Souvent, le matériel d'adaptation n'est plus couvert, donc faut chercher du financement pour y avoir accès. Et évidemment, comme on en parlait un peu plus tôt, il y a des deuils importants. En fait, la perte de l'équipe pédiatrique qui nous a accompagnés pendant des années. Parfois, l'impression de perdre leur histoire avec les nouveaux intervenants qu'ils vont rencontrer. Malgré toute leur bonne volonté, ils n'ont pas été là pendant 15, 20 ans. Donc, ils n'ont pas la même crédibilité auprès de la famille. Et donc, dans ce chemin-là qui est à construire, il y a énormément de défis. Donc, euh, on parlait de la lourdeur des démarches administratives, de l'absence du soutien financier, donc la nécessité de euh, euh, recommencer à travailler ou trouver une source de revenus différente, la perte de plusieurs soutiens puis de sources de répit, une instabilité dans les intervenants. Donc, tout ça, ça rajoute à la souffrance puis aux difficultés de la transition. Il y a certaines pistes de solutions. Donc, les sociétés savantes pédiatriques et adultes se sont positionnés sur la question de la transition. Donc, l'American Academy of Pediatrics, l'American Academy of Family Physicians, puis l'American College of Physicians ont publié des énoncés de principe. La Société canadienne de pédiatrie aussi, qui s'entendent à peu près toutes donc sur disons, un même modèle, c'est-à-dire de procéder explicitement à un début de transition à partir de l'âge de 12 ans. Donc, en parler à partir de l'âge de 12 ans et mettre un plan d'action à partir de 14 ans. 14 ans au Québec, vous le savez, c'est l'âge à partir duquel les adolescents peuvent consentir à certains soins et que cette transition implique l'identification d'un médecin primaire, l'identification de services médicaux spécialisés adultes qui vont pouvoir accepter ce patient,
Travailler les compétences du jeune pour s'occuper de lui-même en fonction du stade développemental, puis dans certains cas, mettre en place une tutelle si en fait, le jeune adulte n'est pas capable de prendre ses propres décisions. Évidemment, tout ça, c'est bien, mais c'est difficile à faire. C'est difficile à faire quand on n'a pas les outils ou les corridors de services qui sont en place. C'est aussi difficile à faire quand on n'est pas habitué du côté adulte de recevoir ce genre de patients-là avec ces pathologies-là. Il y a des programmes, en fait, des outils qui ont été faits, entre autres par l'équipe de Toronto pour suivre la transition. Je vous mets deux liens ici qui peuvent être utiles. Ce qui est clair, c'est que les éléments facilitateurs d'une transition vers les soins adultes qui ont été identifiés par les familles d'enfants gravement malades, c'est une centralisation des services et des ressources. Donc, c'est possible dans un même programme. L'accès à du répit extérieur, donc extérieur au domicile, et d'avoir accès à du soutien à domicile, et des activités de stimulation et la poursuite de l'école si possible. À Sainte-Justine, il y a un programme qui s'appelle Parachute qui répond maintenant à donc, cette priorité organisationnelle qui est la transition. Donc, ce programme vise à permettre à nos patients de vivre une transition de soins donc, en douceur vers le milieu adulte. Il y a des initiatives de recherche en transition, entre autres, bon, à Sainte-Justine, le CHUM, le réseau de recherche québécois en soins palliatifs et de fin de vie aussi, est l'initiateur de projets de recherche en transition. Le programme Parachute de Sainte-Justine a été mis en place pour donc, assister la transition vers les soins adultes. Ça fonctionne surtout pour des enfants qui ont des maladies chroniques. Euh, Ça fonctionne moins bien pour les enfants qui ont des maladies chroniques complexes avec des atteintes cognitives graves. Donc, on reste avec cette population d'enfants suivis par les soins palliatifs qui risquent de devenir orphelins au moment de leur transition vers les soins adultes. Donc, une façon, bon, évidemment, c'est de développer des partenariats entre les différents milieux universitaires, créer des corridors plus fluides vers les milieux adultes, que les milieux pédiatriques travaillent plus proactivement à l'autonomisation des familles, à l'identification des stratégies pour favoriser la transition. Et que certains se rendent parfois disponibles, donc pour les jeunes adultes qui font la transition, pendant des mois ou des années après leur transition pour assister les praticiens adultes dans les soins. Il y a un partenariat qui a été créé récemment pour une prise en charge globale des jeunes polyhandicapés du Québec. Donc, une collaboration entre le Centre Filou, le CHUM, puis le CHU Sainte-Justine, qui a mené à la création d'un centre d'expertise en polyhandicap au Québec. Donc, qui permet de réunir toute l'expertise nécessaire au même endroit, puis d'intégrer l'ensemble des interventions de toutes professions confondues peu importe où l'enfant en est et le jeune adulte là, dans la transition et dans la trajectoire de sa vie. Il y a un autre partenariat, plus spécifiquement en soins palliatifs, qui vise à permettre aux jeunes adultes qui transitionnent donc des soins palliatifs pédiatriques aux soins palliatifs adultes à bénéficier de répit de jour, puis d'un accompagnement psychosocial qui est adapté en fait à leur réalité. Il faut noter que le- les soins palliatifs pédiatriques sont souvent pratiqués comme modèle consultatif. Donc, bon, la pratique va varier d'un centre à l'autre, mais le modèle qui est souvent utilisé, c'est un modèle consultatif, ce qui fait qu'il y a souvent un pédiatre traitant et l'équipe de soins palliatifs qui est en consultation. Dans le monde adulte, évidemment, vous le savez, il y a évidemment de la consultation, mais beaucoup de prise en charge. Et ça peut déstabiliser certaines équipes pédiatriques quand ils procèdent à la transition. Donc, ça peut être un élément sensible pour certaines équipes pédiatriques. Quel rôle pour les soins palliatifs? Donc, la majorité des patients pédiatriques
et qui sont suivis par une équipe de soins PAL puis qui vont faire la transition vers un milieu adulte vont avoir une condition médicale complexe et grave, puis un pronostic incertain. Donc, l'approche interdisciplinaire de nos équipes est un excellent exemple pour les soins. Nos équipes, je parle les équipes de soins palliatifs adultes et pédiatriques. Euh, pour les soins palliatifs pédiatriques, la transition aux soins adultes, c'est une excellente occasion d'aborder les objectifs de soins, puis le niveau de soins, ou de le confirmer. Donc, il y a un moment ici charnière qui nous permet disons, d'accélérer parfois certaines conversations. Quand ces conversations-là ont achoppé dans le passé. Les soins PAL, vous savez, peuvent aider à coordonner les soins, euh, d'une certaine façon, en étant les gardiens des orientations de soins. Dans la communauté, une excellente coordination puis une flexibilité dans les soins qui est, disons, une des pierres angulaires des équipes de soins palliatifs à domicile ou sur le terrain. Ce qu'on a vécu, nous autres, en pédiatrie à Sainte-Justine, c'est que les plus belles histoires de transition pour les patients qui étaient suivis avec notre équipe de soins palliatifs, c'est des histoires de prise en charge avec un médecin de famille en communauté qui fait également des soins palliatifs, des visites à domicile. Donc, les quelques histoires, on en a trois ou quatre, donc de transition, de prise en charge d'un centre pédiatrique spécialisé vers un suivi en médecine de famille, en communauté, avec des soins à domicile, c'est les plus belles histoires. C'est les histoires où les familles nous ont dit, on a vraiment eu l'impression que tout s'est fait en douceur et que les objectifs qui avaient été mis en place au moment de la transition avaient été respectés. Euh, En centre tertiaire, donc c'est quoi le rôle pour les soins palliatifs adultes en centre tertiaire? Fait que plusieurs de ces patients-là risquent des hospitalisations fréquentes, puis vont bénéficier d'un soutien ou d'une aide à la prise de décision. C'est un défi d'expliquer à disons, certaines spécialités adultes la valeur de l'implication d'une équipe de soins palliatifs pour aider à prendre des décisions. Mais définitivement, on en voit l'effet en pédiatrie, puis je sais que vous en voyez l'effet aussi en soins adultes. Donc, il y a un défi de nous assurer que les enfants qu'on transfère dans le monde adulte qui ont une cardiopathie congénitale, par exemple, et qui sont suivis par notre équipe, continuent à être suivis par une équipe de soins palliatifs adultes, même si le pronostic est potentiellement de plusieurs années. Euh, voilà. Donc, identifier un porte-parole pour la transition peut être une bonne stratégie. Donc, un intervenant qui va permettre de suivre la transition du début à la fin, amorcer les conversations de la transition tôt, ça c'est pour nos praticiens pédiatriques, et collaborer avec les dispensateurs de part et d'autres. Il y a d'autres stratégies qui sont, auxquelles on réfléchit, notamment euh, la pertinence d'impliquer les praticiens adultes, disons, dans l'hôpital pédiatrique quand l'enfant a 17-18 ans pour que ces individus-là puissent rencontrer la famille, discuter des objectifs de soins et inversement, que les individus pédiatriques puissent aller de l'autre côté du monde, du côté du monde adulte pour pouvoir continuer la transition. Ça permettrait probablement une meilleure communication, puis surtout un sentiment que les grands objectifs sont maintenus pour la famille. Il y a aussi des initiatives qui sont beaucoup plus long terme, qui ont commencé à émerger. Vous êtes vraiment pas sans savoir que il y a des programmes aux États-Unis qui existent de Internal Medicine and Pediatrics, donc de médecine interne et pédiatrique, ce qui fait en sorte que les individus sont formés tant pour la médecine pédiatrique que pour la médecine interne et donc particulièrement aptes à s'occuper des jeunes adultes qui sont dans cette phase-là de transition. Euh, donc, est-ce qu'à terme, c'est quelque chose auquel on pourrait réfléchir au Québec, au Canada? Probablement. Au vu de l'augmentation de la population pédiatrique qui transitionne vers les soins adultes et qui ont des besoins de santé complexes, probablement qu'on gagnerait à le faire. Ça, c'est un défi sur plusieurs années, peut-être même des décennies. Mais il y aurait sans doute un énorme bénéfice pour les familles à faire ça. Voilà. J'ai volontairement gardé du temps pour les questions puis pour les commentaires. Donc, ou pour vos expériences, si vous en avez.
Merci, docteur Marquis, pour cette conférence. Quel sujet à la fois difficile, mais tellement important. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je parle à notre auditoire, là, des questions, vous pouvez les inscrire dans la section questions et réponses. Donc, je vais aller l'ouvrir, commencer les questions qui ont été indiquées. Quelqu'un demande, est-ce que les niveaux de soins sont les mêmes en pédiatrie que pour les adultes? Oui, les niveaux de soins sont les mêmes. Donc, on utilise le même formulaire que celui qui est utilisé en médecine adulte. Oui. Quelqu'un demande, est-ce que vous avez des critères pour le transfert en médecine familiale versus médecine interne? Mhm. Ouais. En fait, ça, c'est un défi. Euh, le, Habituellement, ce qu'on essaie de voir, c'est le. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que même les spécialistes en médecine interne ou les spécialistes disons, en médecine neurologique ne se sentiront pas à l'aise de prendre en charge bon, l'ensemble des facettes de la maladie d'un individu. Ce qui fait que même si un enfant est transféré en neurologie, par exemple, pour dire quelque chose, ou en médecine interne, il va quand même pouvoir bénéficier des soins de proximité de la médecine familiale. Moi, je vous dirais que dans la majorité des cas, l'approche globale intégrée avec une approche, disons, plus sensible aux soins palliatifs de la médecine familiale concorde mieux avec les objectifs de transition. Mais est-ce qu'on a des critères précis pour déterminer est-ce que c'est mieux médecine interne ou est-ce que c'est mieux médecine familiale? La réponse est non, puisque la population est très hétérogène. Ça va entre autres dépendre de l'endroit où la famille habite, le genre Mmh. de suivi que l'enfant a eu dans le centre tertiaire pédiatrique. Ceci étant dit, on serait ouvert à réfléchir à quels critères mettre en place, justement. Est-ce qu'on peut en évoquer ou y réfléchir, justement pour préciser euh, euh, où partir la transition? Mais c'est un défi. Je reviendrai sur la question précédente concernant les niveaux de soins. Bien qu'on utilise le même formulaire, j'en ai parlé pendant la présentation, mais je vais le réaffirmer que il y a quand même une bonne proportion de notre population en soins palliatifs qui ont des objectifs de soins A ou B. Régulièrement, on va être appelé au chevet de familles qui ont des objectifs de prolongation de la vie dans une optique donc de réflexion autour de l'incertitude pronostique. Puis c'est au bout de mois, parfois quelques années, que les objectifs de soins changent. Mais donc, la proportion d'enfants la proportion de patients qui ont un niveau de soins qui, disons, priorise la vie est plus élevée en soins palliatifs pédiatriques qu'en soins palliatifs adultes. Merci pour ces précisions. Une prochaine question. Quelles sont les meilleures pratiques à mettre en place lors de l'ouverture du dossier? J'imagine du côté adulte, là, lors de la transition. Ouais. Donc, en fait, les meilleures choses à faire, c'est euh, premièrement, bon, nous assurer qu'il y a des objectifs précis. Donc, ça inclut les objectifs de soins globaux et les espoirs, les inquiétudes de la famille qui sont bien euh, décrits, bien documentés. Ensuite, euh, quand on ouvre un dossier adulte, il faut qu'on s'assure que dans le dossier, on ait clairement le nom des intervenants pédiatriques et ceux des intervenants adultes qui ont, par exemple, si un enfant est suivi euh, en neuro, en ORL, puis en hémato, par exemple, ben, les intervenants pédiatriques, même si le patient a été transféré en adulte, demeurent disponibles pour répondre aux questions parce qu'on sait très bien que il y a des éléments qui sont plus à saveur pédiatrique là, dans la prise en charge de ces enfants-là. Et donc, les intervenants dans les soins, les intervenants pédiatriques demeurent disponibles pour répondre aux questions. Puis moi, je vous encouragerais à euh, euh, continuer, si le spécialiste pédiatrique accepte, là, continuer à les impliquer dans les conversations. Nous, comme équipe de soins palliatifs pédiatriques, quand on fait la transition d'un jeune adulte vers les soins adultes,
On le propose souvent de rester disponible, tu sais, pour les conversations de niveau de soins ou pour les conversations d'orientation de soins ou pour la première, deuxième, troisième, quatrième visite avec médecin de famille ou spécialiste. Donc, quand vous ouvrez un dossier, ça vaut la peine d'avoir donc ces contacts-là. Euh, et pour les familles, ce qui est très important, c'est que les sources de répit soient identifiées, adressées, puis évoquées. Donc, il y a une valeur à soit impliquer un travailleur social, soit vous informer auprès des ressources de répit jusqu'à quand ils offrent ces services-là. Puis vous, si vous connaissez des sources de répit, commencez à en parler déjà à la famille pour qu'il puisse être référé puis que la transition puisse se faire entre les services pédiatriques et les services adultes. Excellent. De mon côté, j'ai une question pour vous par rapport Oui. à l'évaluation de l'aptitude à consentir. Est-ce que d'emblée, lors de la transition, c'est déjà indiqué au dossier, par exemple, cette personne-là, tu sais, elle va être apte à consentir ou elle ne le sera pas, ou c'est lors de la transition adulte que là, l'évaluation doit être faite, puis Ouais. En fait, l'évaluation de l'aptitude commence en pédiatrie. Euh, donc, normalement, au moment où la transition est complétée, on sait si l'individu est apte à consentir ou non. Et les démarches pour l'obtention d'une tutelle, par exemple, ont déjà été entamées, voire complétées. Euh, Évidemment, à 14 ans, on ne le sait pas nécessairement. Donc, il faut attendre plus vers l'âge de 17 ans, 17-18 ans avant de le faire, mais la recommandation est que avant que l'enfant intègre le milieu adulte, euh, cet élément-là a été clarifié. excellent, merci. On a une dernière question ici, à moins qu'il y en ait d'autres qui se rajoutent, mais quels conseils pouvez-vous offrir aux professionnels de la santé adultes avec qui la création de liens est difficile? La création de liens, j'imagine la création de liens entre le patient et la famille et l'intervenant lui-même. Euh, J'imagine c'est que pas quand il y a un ça. deuil peut-être de l'équipe pédiatrique. En fait, je peux répondre pour les deux, là. Le, en fait, pour l'enfant et sa famille, avec le praticien adulte, c'est sûr que on ne nie, il ne faut pas nier le fait que cette famille-là a souvent vécu 15-20 ans avec l'équipe pédiatrique. Donc, c'est reconnaître que, il y a tout un pan de cette vie-là que, comme intervenant, vous n'avez pas vécu, mais que vous respectez. Euh, je pense que l'implication de certains intervenants pédiatriques, surtout dans les premières rencontres, ça peut aider les intervenants adultes à construire leurs liens, un peu comme un peu par association, finalement. Tu sais, c'est comme si, en étant présent aux rencontres simultanément, ben, la passation de la crédibilité ou du lien thérapeutique peut se faire plus facilement. Ça, ce que ça veut dire, c'est pour les praticiens pédiatriques, il faut que nous, on soit en mesure de le faire. Mais je vous dirais que pour parler, bon, pour interagir avec mes collègues, euh, on est beaucoup plus ouvert ou disponible à le faire que ce qu'on peut penser. D'être disponible au rendez-vous à distance, par exemple, surtout avec la télémédecine. Donc, ça, c'est un premier pas. Puis après ça, dans la relation entre intervenant pédiatrique et intervenant adulte, c'est un peu le même principe. Meilleur moyen, communication. Ça va de part et d'autre, là. Ça va évidemment des professionnels pédiatriques et des professionnels adultes, mais les moments où la transition s'est le mieux passée, puis où on a senti que les professionnels adultes se sentaient le plus à l'aise, c'est vraiment les moments où on, on avait créé sur plusieurs mois une équipe de transition, tu sais, avec un médecin de famille bien identifié, parfois des spécialistes, puis que sur un an et demi, on faisait des rencontres conjointes, tu sais, entre 17 ans et demi puis 19 ans, par exemple. Pour vraiment donner le sentiment qu'on se Mmh. passe le bâton. Super, mais merci beaucoup
pour toutes ces précisions, puis pour l'ensemble de la conférence. On a mis le lien, dans le clavardage pour, le formulaire d'appréciation. Donc, on vous invite à le compléter, s'il vous plaît, vos préoccupations, puis en fait, vos préoccupations cliniques nous aident à orienter notre offre d'activité, puis, vos commentaires nous aident à nous améliorer de façon continue. Puis avant de vous laisser partir, docteur Marquis, je ne sais pas si je peux vous demander d'avancer la prochaine diapo, là. On a le plaisir d'annoncer que puis même la suivante, celle d'après, s'il vous plaît. Nos activités cette année sont maintenant accréditées. Donc, si vous souhaitez vous prévaloir des unités de formation continue qui sont associées, c'est pour un total maximal de 9 heures si vous participez à l'ensemble de nos activités. Bien, vous pouvez nous en faire la demande par courriel. Vous pouvez nous adresser vos questions, nous pourrons y répondre. Et puis notez que nos prochaines, activités sont les croquettes scientifiques le 9 octobre où 3 experts discuteront d'articles scientifiques récents qui vont porter sur les innovations en soins palliatifs et de fin de vie. Puis notre prochaine conférence aura lieu le 12 novembre avec docteur Chantal Morancy, docteur, Norbert Dion sur l'approche palliative en contexte de fractures de hanches gériatriques et de troubles neurocognitifs. Alors encore une fois, un grand merci, docteur Marquis, pour, cette excellente présentation et puis, merci à tous et bonne journée. Merci.